Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, il est 13h, voici les titres de cette édition. Lutte contre la pandémie du coronavirus, les Nations Unies apportent à nouveau son soutien au Bénin. Il s'agit des dons au profit des acteurs de la santé et des écoles. Le système national de recherche agricole a tenu sa rencontre statutaire. À l'ordre du jour, la désignation des membres des instances de gestion. Et puis le Bénin abritera en 2022 le mondial de pétanque. Le président de l'instance fêtière des sports boules du continent et les structures en charge de l'organisation font le point des préparatifs aux hommes des médias. De nouveau, bonjour, merci d'être là. Le 2 juin 2020, les lieux de culte ont ouvert leurs portes sous autorisation du gouvernement. Et depuis, les fidèles ont repris les habitudes quelques semaines après. Quelle est la situation par rapport au suivi des mesures barrières? Une délégation gouvernementale est allée au contact des leaders religieux. C'est pour une première évaluation, nous dit Marcel Arrossi. Lorsque nous voulons éduquer, il faut que nous éduquions par l'exemple. 3 semaines environ après la réouverture des lieux de culte, le gouvernement est au contact des leaders religieux. Face à la croissance du nombre de contaminations liées à la pandémie du coronavirus, une évaluation du suivi des mesures prescrites s'impose. Vous réunissez quotidiennement beaucoup de monde qui vous font confiance. Le monde que vous réunissez dépasse tout ce qui se trouve à Tokwa. Et ce qui est toi, Tokwa, n'obéit pas à une personne. Il ne faut pas confiance à une personne. Mais vous, ceux qui se réunissent autour de vous sont plus nombreux que ceux qui sont à Tokwa, mais vous font confiance. Donc c'est normal qu'on vous concerte, qu'on s'écoute pour gérer ce cas grave qui concerne la vie. Il est de votre responsabilité de continuer à conscientiser les fidèles, aussi bien dans les lieux de culte qu'aux alentours et au-delà. Je voudrais vous rappeler que lors de notre première séance ici, vous aviez tous indiqué que les communautés religieuses sont aussi des lieux d'éducation et de formation. Donc, nous vous invitons à poursuivre dans cette voie. Nous avons vu des vidéos circuler, que ce soit dans les églises ou dans les mosquées, où les gens sont restés en rang serré. Et il faut l'avouer, nous sommes tous inquiets de ce que nous vivons aujourd'hui, qui malheureusement est un constat depuis que les lieux de culte et les bus ont été autorisés à reprendre service. C'est que c'est le nombre de cas qui a presque triplé. Cela témoigne que nous avons tous relâché, ou soit que nous n'avons pas mis la rigueur qu'il faut avec nos fidèles. Les représentants des différentes confessions religieuses font part des dispositions prises à chaque niveau pour le respect strict des mesures.
La conférence épiscopale, dans sa communication, dans le cadre de la réouverture des églises, a fait passer le communiqué et a détaillé les comportements et les gestes à avoir par les responsables de culte. L'une de nos exigences était que les lieux de culte soient désinfectés avant et après les cultes. Ils estiment que le nécessaire se fait, mais signalent tout de même qu'il y a des récalcitrants au sein des fidèles. Le mot est très fort. Ça souligne encore vos responsabilités. Les fidèles, si ils sont vraiment des fidèles, doivent obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. Donc on ne peut pas être fidèle et être récalcitrant par ailleurs. Le comportement doit être global. Donc vous devez nous enseigner ça davantage. Autrement, les conséquences pourraient être insupportables. Aujourd'hui, on parle de doublement de cas graves. On parle de décès, parfois associés à d'autres maladies, mais décès quand même. Pour les lieux de culte qui impliquent le partage de la communion, la désinfection des mains doit être de mise chez les célébrants. Le ministre de la Santé y tient beaucoup. Il faut que, de façon visible, que les fidèles voient que le célébrant s'est désinfecté les mains, qu'il n'a plus rien touché avant de commencer cette distribution. C'est tellement important pour limiter la propagation. Imaginez juste, ne serait-ce qu'un instant, qu'un célébrant soit contaminé. Et qu'il ne désinfecte pas ses mains correctement avant de commencer la distribution. S'il y a 100 fidèles dans l'église, c'est 100 contaminations. Et peut-être 1000 contaminations après. Plus de 13 000 lieux de culte, toutes confessions confondues, sont dénombrés sur l'ensemble du territoire, selon le calcul fait sur place. Pour une lutte sérieuse et bénéfique contre la pandémie du coronavirus, les responsables religieux ont encore des efforts à fournir. On compte à la date d'aujourd'hui 11 décès liés au coronavirus au Bénin avec un nombre de contaminations qui évolue considérablement. Ces derniers jours, au détour d'une conférence de presse animée ce jeudi, le ministre de la Santé a présenté un point global de la situation. On l'écoute. À la date du 17 juin 2020, le Bénin compte 597 cas confirmés à la PCR, dont 238 guéris et 11 décès. Actuellement, 348 patients sont en cours de suivi, dont 11 cas graves. Les nombreux cas actuellement enregistrés sont des cas contacts de sujets positifs à la PCR, des cas issus du dépistage systématique de groupes cibles, agents de santé, voyageurs entre autres, et des alertes de cas symptomatiques signalés par le call center. Les cas graves sont tous porteurs de TAR, c'est-à-dire de maladies préexistantes, diabète, hypertension artérielle, drépanocytose, qui renforcent leur fragilité vis-à-vis de la maladie. On note par ailleurs un recours tardif aux services de santé du fait de l'automédication ou du déni de la maladie. La recrudescence des cas en ce début de saison pluvieuse pourrait être due à la baisse de la température liée à la fraîcheur qui s'est installée avec les premières pluies. Si cette évolution des chiffres traduit la capacité de notre pays à ratisser large, elle est aussi le signal que nous devons continuer à mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre la COVID-19. En effet, ce n'est pas parce que nous permettons à la vie de reprendre son cours normal que nous devons considérer que le mal est déjà vaincu. Non. Et nous devons rester vigilants. Rester vigilants, c'est respecter le port systématique de masques en tout lieu. Rester vigilant, c'est éviter de se serrer les mains, de se donner des accolades. Rester vigilant, c'est observer les mesures de prévention, comme le lavage des mains à l'eau et au savon, le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. J'insiste sur le respect des mesures
car on a l'impression que certains de nos compatriotes croient que la Covid-19 est finie. Je vais leur dire que c'est faux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour en venir à bout. Ces derniers jours, nous avons reçu plusieurs cas graves. Je répète que nous sommes actuellement à 11 morts. Il y a des personnes fragiles dans nos familles, dans toutes les familles, des personnes âgées ou des personnes vivant avec diverses maladies chroniques qui les fragilisent. Or, nous ne voyons pas le mal et nous ne savons pas qui peut le transmettre. Nous devons donc être très prudents. Chacun doit penser à ces personnes fragiles de son entourage, se protéger pour les protéger. La pandémie du coronavirus continue donc d'avoir des effets sur les différents secteurs sociaux face à la situation. Les Nations Unies apportent une fois encore leur soutien au Bénin. Le don au profit des acteurs de la santé des écoles a été transmis bien sûr au ministre de la Santé, Jean-Claude James et Yves Agodo-Kwesi. 2 cibles ont été identifiées pour ce don. D'abord, les acteurs de la santé qui ont eu droit à des matériels de protection pour la prise en charge des cas de Covid-19. La cérémonie s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route des Nations Unies au Bénin pour accompagner la réponse du gouvernement face au Covid-19. Au total, les équipements que nous déployons dans les différents centres sont estimés à une valeur de 199 millions de francs CFA. Excellence, Monsieur le ministre, je voudrais une fois encore vous rassurer de l'entière disponibilité de l'ensemble des agences du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement du Bénin dans la riposte et le relèvement post-Covid-19. C'est le lieu de vous dire que nous apprécions beaucoup l'appui constant dont nous bénéficions, qui se traduit non seulement par votre présence quotidienne à nos côtés, mais encore plus de vos actions sur le terrain. Après le ministère de la Santé, toute la délégation du système des Nations Unies met le cap sur le complexe scolaire de Belle-Rive à Semekpodji. Ici, l'équipement offert est pour la cuisine et le lavage des mains. Des équipements composés entre autres de 400 bidons de stockage d'eau pour réduire la corvée d'eau et favoriser l'accès à des quantités suffisantes d'eau pour la cuisine et le lavage des mains dans 100 écoles, 929 cartons de savon de 60 pains, 100 000 affiches, 5 bidons de 50 litres de savon liquide, et j'en passe. Je voudrais, au nom du président de la République, au nom du gouvernement tout entier, saluer et remercier les autorités au plus haut niveau du système des Nations Unies. Plus de 150 dispositifs de lavage des mains et du savon seront positionnés dans toutes les écoles de la commune. Cet appui, destiné de façon globale à l'ensemble des écoles avec un focus sur les départements de l'Alibori, du Borgou et de l'Atakora, est estimé à près de 164 millions de francs CFA. La gratitude des autorités de l'école est suivie d'une doléance du maire. C'est pour la première fois que moi-même, en tant que maire, que je découvre une classe en toit de paille. Je vous reçois ici aujourd'hui, pas en tant que donateur, mais en tant qu'explorateur, pour que vous puissiez quantifier les besoins et repartir pour revenir plus pourvu et plus disponible. Ce geste des Nations Unies, qui n'est pas le premier depuis cette crise sanitaire, s'inscrit dans la dynamique de l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD.
Le BNR a bien sûr pris un certain nombre de mesures pour soulager les différents secteurs d'activité touchés par la crise du coronavirus, des mesures que 3 ministres ont expliquées dès le lendemain de l'annonce de ces mesures. En quoi consistent réellement ces mesures? Quel type d'artisans peut bénéficier de ces mesures? Élément de réponse dans ce reportage signé Rebecca Kenyaonde. Alors, depuis le 25 avril... En sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres du 10 juin, le gouvernement sort le grand jeu et joue la carte sociale. Sur cette carte, il est inscrit « Mesures d'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19 » financées à hauteur de 114,12 milliards de francs CFA. 4,98 milliards ont été consacrés à l'appui destiné aux artisans. Il prend en compte 55 000 personnes des catégories suivantes. Donc il s'agissait des conducteurs de taxibus, ce que nous appelons communément les topa-topa, les conducteurs de taxis transfrontaliers, intervilles, etc. Les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et autres. Certains corps de métier des artisans tels que les coiffeurs, coiffeuses, couturières et autres. Et donc, au total, nous avons pu mettre à disposition pour le formel 2,146 milliards, pour l'informel identifié 1,598 milliards et pour l'informel non identifié 1,235 milliards, ce qui fait le total des 4,979 milliards. Ces 55 000 bénéficiaires n'ont pas été choisis au hasard. Ils se sont volontairement enregistrés lors de l'opération recensement de certains corps de métier touchés par les mesures de restriction imposées par la mise en place du cordon sanitaire lancé par le gouvernement et coordonné par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Pendant une période de 2 semaines, il y a eu une prolongation à la suite de l'instruction du chef de l'État. L'inscription a pu se faire en ligne sur le site allogosocialgroup.bj. Il y avait des formulaires papier pour ceux qui ne pouvaient pas s'enregistrer directement sur Internet ou qui ne pouvaient pas remplir. Et ces formulaires papier ont été distribués ou motivés par les responsables de leur syndicat, les responsables de leur association, de ces corps de métier-là, et également disponibles au niveau de nos centres de promotion sociale, au niveau de nos directions départementales. Nous avons 85 centres de promotion sociale, donc c'est pour dire que toute l'étendue du territoire a été considérée. Une forte campagne de communication a été réalisée pour que l'information circule. Et là aussi, les syndicats nous ont vraiment beaucoup aidés dans ce cadre. C'est donc eux, les vrais bénéficiaires des 4,98 milliards mis à disposition par l'État. Ces hommes et femmes qui ont été durement éprouvés pour cause de coronavirus sont ainsi soutenus dans leurs difficultés et vont pouvoir relancer leurs activités. Ils ne cachent pas d'ailleurs leur soulagement. En tant que président du collectif des artisans, je ne peux que remercier le gouvernement, en particulier le président de la République, Monsieur Patrice Talon, qui a vraiment voulu faire quelque chose pour aider la population tant soit peu. C'est bon, je suis très content. Personnellement, je vois que c'est une bonne initiative parce qu'on ne s'attendait pas. C'est une bonne initiative. On souhaitait avoir ça. Donc, du coup, le fait que le gouvernement ait pris cette initiative, c'est une bonne chose qui nous a soulagés. On est très contents. Alors à présent, Porte-Novo, là-bas, le nouveau conseil municipal a été reçu au palais de gouvernement, bien sûr, par le président de l'Assemblée nationale. Il a été confié, bien sûr, à cette autorité pour lui présenter aussi ses félicités. Voici les images. Au regard de l'expérience de la deuxième personnalité, il est important que nous venions à son école et que nous l'écoutions avant vraiment de rentrer pleinement dans nos nouvelles fonctions. Donc voilà un peu résumé les raisons fondamentales pour lesquelles on est venu voir le président de l'Assemblée. Un bon patriote, il était très content de la démarche. Et je peux déjà vous garantir que son soutien n'est pas à marchander. Il nous a rassurés pour tout son soutien, non pas parce qu'il est fils de Porte-Novo, parce que Porte-Novo est la capitale du Bénin et qu'à ce titre, en tant que ville, elle mérite
l'attention et le soutien de tous les fils et filles du Bénin. Et donc, pour ce qui est de nos doléances, ce qu'on aurait souhaité, il a promis en son temps faire le nécessaire avec nous pour qu'au haut niveau, ce qu'on peut faire pour que Porte Nouveau retrouve ses lettres de noblesse en tant que capitale, cela soit fait. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire par rapport à la visite de ce matin. Assemblée générale du système national de recherche agricole du Bénin, les travaux ont démarré ce jeudi à Abomey-Calavi. À l'ordre du jour, la désignation des membres devant siéger au sein des instances dirigeantes de ce tout nouveau creuset. Lénèque Agbazaou pour plus de précisions. Mis en place le 18 mars dernier par décret, le SNRAB, Système national de recherche agricole du Bénin, tient ici sa première assemblée générale, avec en ligne de mire l'installation de ses organes de gouvernance, à savoir le comité d'organisation et de suivi et la cellule de coordination. C'est la première fois qu'au Bénin, un gouvernement prend ce décret pour pouvoir financer la recherche agricole. Donc mettre ensemble des acteurs pour pouvoir travailler en synergie et mutualiser les ressources pour atteindre les objectifs donnés. Donc le but de cette première assemblée générale, c'est de permettre aux délégués de mettre en place les différents organes qui vont fonctionner et permettre à ce système de fonctionner normalement et d'atteindre les objectifs. Les progrès de la science et la participation des agriculteurs au développement agricole, ainsi que l'engagement du secteur privé et des partenaires techniques et financiers, ont profondément influencé la recherche agricole au point d'amener les institutions de recherche et développement agricole à s'organiser au niveau mondial. Le système national de recherche agricole du Bénin est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui attache du prix aux présentes assises. Je vous rassure, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, que des efforts seront faits pour soutenir toutes les initiatives visant à rendre plus durable, dynamique et plus performant le système national de recherche agricole du Bénin. Composé d'organismes nationaux de recherche, de chercheurs indépendants et d'innovateurs endogènes, c'est à juste titre que le système national de recherche agricole du Bénin bénéficie aussi de l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans les pays en développement, comme le Bénin, la recherche agricole est un levier du développement économique et social. C'est l'occasion de remercier le gouvernement à travers son président, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, pour sa vision de promouvoir la recherche agricole au service du développement. L'installation des instances dirigeantes du SNRAB va favoriser son financement et contribuer aussi à l'exécution du programme national de recherche agricole. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a initié ce jeudi une rencontre d'échange sur les récentes mutations de la carte diplomatique prévue pour durer 2 jours. Cette retraite a pour finalité d'identifier les stratégies d'adaptation à la nouvelle donne et les mesures d'accompagnement susceptibles de susciter l'adhésion du personnel à ces changements. À l'ouverture de la réunion, le ministre Aurélien Agbenossi a invité les participants à examiner toutes les implications des nouvelles mesures. Il s'agit d'une part de préserver l'efficacité de l'outil diplomatique dans cette nouvelle configuration et d'autre part de mobiliser des ressources au profit du développement du Bénin tout en œuvrant pour son rayonnement international. Plusieurs ambassadeurs, j'allais dire, béninois à l'étranger ont suivi par visioconférence ces échanges. À présent, je vous invite à suivre bien sûr le ministre Aurélien Agbenossi à l'ouverture de cette séance. Je souhaite la bienvenue à cette retraite et vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à cet événement d'une importance capitale dans la vie de notre département. Ce que j'ai voulu faire à travers cette retraite, c'est la nécessité pour les cadres du ministère des Affaires étrangères de s'impliquer réellement dans la transformation de l'outil qui est à la disposition du président de la République pour gérer la politique extérieure de notre pays,
Cet outil s'appelle le ministère des Affaires étrangères. Cet outil est géré par les cadres de la corporation des diplomates, principalement, mais avec la participation d'autres compétences nationales. Je voudrais vous dire que j'apprécie énormément ce moment attendu. Ma communication inaugurale nous permettra de faire le point, de voir comment est-ce que nous nous engageons dans ce processus de transformation nécessaire, indispensable, pour que notre maison, la maison de diplomatie, joue sa partition dans ce vaste chantier de transformation de notre pays qui est en cours depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête de notre pays. Parlons à présent sport, s'imprégner des préparatifs du mondial 2022 de pétanque qu'abrite le Bénin. Tel est l'objectif de la séance de travail que le président de l'instance fêtière des sports boules du continent a eu avec les structures en charge de l'organisation. Le point avec Wenceslas Aroymon et William Bassabi. Comme un événement phare. Autour du président Ibrahima Idrissou pour cette séance qui a pour point de mire l'organisation sans faille des 51 championnats du monde de pétanque au Bénin, 3 structures techniques appelées à jouer à fond leur partition pour la réussite de cet événement planétaire. La Fédération béninoise de pétanque, la haute structure de supervision et la section antidopage de la Confédération africaine des sports boules. Sans détour, le président a réitéré à ses interlocuteurs la nécessité d'évaluer à chaque fois le chemin parcouru dans la course vers 2022. Il est important et normal de faire le point des préparatifs afin d'y déceler les zones d'ombre, insuffisances et autres goulots d'étranglement éventuels à corriger très tôt. Car l'organisation de ce 50e championnat du monde de pétanque au Bénin est perçue et reconnue comme un événement phare, conformément au programme d'action du gouvernement du président Talon. C'est pourquoi des suggestions en termes de méthodologie ont été faites à l'endroit de la Fédération béninoise de pétanque afin de permettre à terme à la Confédération africaine des sports boules de tirer les conclusions pertinentes à transmettre à sa hiérarchie, la Fédération internationale de pétanque. À ce sujet, le ministère des Sports, bras opérationnel du gouvernement, dans ce projet est invité à maintenir le cap de l'espérance. En tout état de cause, nous osons croire que le ministère en charge des sports au Bénin mettra tout en œuvre de manière rassurante pour faire rêver positivement et faire vivre l'Afrique et le monde. Ce grand rendez-vous mondial des boules en 2022 à Cotonou, au Bénin. Le rêve fortifie l'âme, dit-on. Il est alors permis de rêver, car l'espoir en 2022 au Bénin en pétanque est permis. Et ce rêve, fait-il savoir, passe par la lutte anti-coronavirus aux côtés du gouvernement. Permettez-moi de remercier sincèrement le gouvernement de la rupture du président de la République du Bénin, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour avoir pris très tôt de bonnes dispositions sanitaires en vue d'empêcher la propagation dangereuse au Bénin de l'épidémie à coronavirus. En conséquence, nous devons continuer rigoureusement d'observer les gestes barrières pour permettre ce genre de rencontres dans cette salle historique des boules. Prochaine activité dans le cadre de 2022 pour la Confédération africaine des sports boules, la visite de travail au Bénin d'une délégation de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal.
L'actualité africaine nous amène au Burundi où il y a eu la prestation de serment du tout nouveau président de la République 2 mois avant la date prévue. Au Mali, les populations sont partagées entre le désir de prendre part ou non à la grande marche de protestation prévue pour ce vendredi à Bamako au Maroc. Le confinement prolongé inquiète. Le récit est signé Achida Mamabio. C'est dans un stade archi-comble à Gitega, la capitale administrative du Burundi, que le nouveau président a prêté serment. Devant Dieu le Tout-Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi. Il entame ainsi un mandat de 7 ans. Élu à la présidentielle du 20 mai dernier, Ndayishimiye, âgé de 52 ans, devait initialement prendre ses fonctions le 20 août, mais le décès subit par crise cardiaque de l'ex-président Nkurunziza a changé la donne. Pour éviter une période d'incertitude qui aurait pu déstabiliser le Burundi, dont l'histoire est jalonnée de crises politiques et d'une longue guerre civile, le parti au pouvoir, avec le soutien de la Cour constitutionnelle, a décidé d'accélérer la transition. Cette cérémonie s'est tenue dans un contexte particulier en raison du Covid-19 qui a empêché tout chef d'État étranger d'y assister. À part quelques officiels, quasiment personne ne portait de masque. Le président Ndayishimiye lui-même avait le visage découvert. La distance de sécurité fixée à 70 cm pour l'occasion était loin d'être respectée. Toutefois, les autorités avaient demandé au public de se présenter assez tôt pour se plier aux mesures sanitaires mises en place comme le lavage des mains et la prise de la température. Vendredi, le peuple malien est appelé à descendre dans les rues de Bamako pour accroître la pression sur le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'appel lancé par l'imam Mahmoud Diko, chef de file de la contestation en cours contre le président Ibeka, malgré les signes d'ouverture émis par celui-ci, est loin de faire l'unanimité. Oui, tout le monde en a marre, même moi j'en ai marre. On en a marre, rien ne marche, tout est bloqué à cause de ça. Ça fait pas plaisir. On est en train de tuer nos frères, nos grands frères, nos oncles, avec tout ce que vous pouvez imaginer, comme des lapins sur les trains de guerre. Quand on a vu les premières 5 années, le vieux n'a pas parlé. Il a commencé à atteindre la deuxième année, ça ne reste que 3 ans. La situation est inchangée. Il faut qu'il y ait ce marche qu'il arrive à poser des actes concrets. Certains font tout pour qu'on sorte vendredi, alors que d'autres sont affligés par la perte d'un proche. Nous sommes à Bamako. C'est pas respectueux de notre part de sortir dans la rue. Vraiment, j'exhorte tout un chacun à trouver une solution sans que les gens sautent. Ce mouvement fait suite à l'exaspération de certains citoyens nourris depuis des mois, entre autres par la mort de milliers de personnes tuées ces dernières années dans les attentats djihadistes, le ressenti de l'impuissance de l'État, le marasme économique. Au Maroc, de plus en plus de voix s'interrogent, voire s'inquiètent de la nocivité pour les enfants du confinement prolongé, en vigueur depuis mi-mars et prolongé récemment. Au lendemain de l'annonce le 9 juin du maintien des mesures dans une partie du pays, la Société marocaine de pédiatrie a adressé une lettre au ministre de la Santé pour attirer son attention sur l'effet dévastateur du confinement sur l'enfant. Une lettre qui appelle à prendre conscience de l'impact psychologique et traumatisant qui en découle. Nous sommes uniquement pour un assouplissement des mesures qui concernent l'enfant. Parce que dernièrement, nous avons commencé à percevoir et à recevoir des enfants qui ont des troubles du comportement, que nous recevons dans nos cabinets et qui sont signalés par les parents. Depuis la parution de la lettre, les témoignages se multiplient. Dernièrement, l'enfant sature. Donc, elle a besoin d'aller dans un jardin.
elles ne trouvent rien à faire à part regarder la télévision. C'est pour cela que je recommande aux parents de faire très attention à eux pour qu'ils ne soient pas irrités par une mauvaise énergie qu'ils pourraient transmettre à leurs enfants. Avant, je pouvais interdire le portable à mes enfants pour qu'ils étudient. Aujourd'hui, je suis obligée de les laisser faire. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je sors avec ma fille, c'est pour aller voir un ophtalmologue. Le téléphone a eu un impact sur sa vue. Le Maroc, avec ses 35 millions d'habitants, reste à ce jour relativement épargné par la Covid-19. Si les autorités ont annoncé un allègement progressif du confinement, des restrictions ont été maintenues, dont Rabat, la capitale économique, Casablanca et la principale destination touristique, Marrakech. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. Passez une très bonne journée. À demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot, votre capsule linguistique. Aujourd'hui, faire table rase, c'est notre expression du jour bien sûr. Alors c'est trop